On va parler de soft skills et notamment de ce mot-clé qui est résilience, que vous avez déjà entendu un peu plus tôt par Xavier justement qui a fait une belle introduction là-dessus, donc c'est parfait. Le mot résilience à l'origine a été beaucoup utilisé par Viktor Frankl qui a été un survivant de l'Holocauste et qui expliquait cette capacité à rebondir, à faire face vraiment à des difficultés très dures. Donc là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, bien entendu, on ne va pas aller dans ces extrêmes. On va parler vraiment de cette résilience, de cette capacité à faire face aux difficultés, aux erreurs et aux échecs. Parce que comme l'expliquait Xavier tout à l'heure, on a beau avoir un plan qui a l'air très linéaire et très doux quand on se prépare, mais au final, rien ne se passe comme prévu et on doit être armé pour pouvoir faire face aux difficultés. Et c'est là que vous allez puiser dans votre résilience et notamment face à l'échec. Donc voilà de quoi je vous parlerai aujourd'hui, de ce fameux mot-clé. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai dû faire face à beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs. Ce n'est pas un sujet tabou. En tout cas, c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire en sorte que ce sujet soit un tabou. C'est difficile de parler de ces erreurs et de ces échecs. Et si je réfléchis à ce fameux pourquoi, à ce fameux sens dont parlait tout à l'heure Xavier, une de mes missions en tant que coach et dans mon quotidien, c'est justement de détabouiser, comme on pourrait dire des fois, si on peut en faire un néologisme, détabouiser ces échecs, ces erreurs, parce que c'est humain, c'est normal de le faire. Et ça fait partie du process entrepreneurial. Donc que vous soyez indépendant, que vous soyez un photographe qui vous lance et qui avait envie de vous lancer, ou que vous soyez un start-upper, vous allez oser des choses nouvelles, parce que finalement, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de choses qu'il n'a pas l'habitude de faire et qui apprend en avançant. Et c'est comme ça qu'on va justement, on va itérer, c'est-à-dire apprendre en avançant, en faisant des erreurs. Et d'où l'importance d'être armé par rapport à ça. Donc, par rapport aux échecs et aux erreurs. La différence, c'est quoi entre les échecs et les erreurs? Un échec, c'est même si vous faites tout bien, vous avez suivi une recette, un plan, une méthode, vous faites tout bien et au final, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Vous pouvez avoir ce sentiment d'échec. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez, mais que vous pouvez... En fait, vous allez avoir une réaction face à ça et c'est quelque chose par contre que vous pouvez maîtriser, cette réaction face à l'échec. Et erreur, une erreur, ça arrive aussi quand on ne fait pas forcément bien les choses. Tout à l'heure, on parlait même dans une autre conférence par une consoeur juste avant qui parlait du fait de se lancer dans l'action même si on n'est pas prêt, même si ce n'est pas parfait. Un de mes mantras, moi je m'amuse comme ça à créer des petits mantras, un de mes mantras c'est « mieux vaut un travail imparfait fait » qu'un travail parfait, pas fait. Parce que oui, dans ce cas-là, un travail parfait, on va faire la perfection, on va prendre 6 mois à le faire, et au final, il ne sortira pas. Alors que si on ose l'imperfection, on va se lancer, mais ça veut dire qu'on accepte aussi une part d'erreur, une part d'échec. Voilà pour la petite introduction. J'en ai fait beaucoup, des erreurs par rapport à pourquoi entreprendre. Donc, je vous parle de ça parce que ça va être des exemples concrets que j'utiliserai pendant ma présentation pour que vous puissiez comprendre un peu plus de quoi je parle. Donc, pour qu'Entreprendre, qui est un site sur l'entrepreneuriat, j'ai fait plein d'erreurs. Sur 1000 articles, il n'y en a peut-être que 20 qui ont vraiment marché. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de tester plein de choses. Pareil, même dans ce livre que j'ai écrit chez Duno, il y a plein de choses, si je devais refaire, je referais différemment. Là, dans ce contexte-là, on utilisera beaucoup le mot « si », que ce soit au passé, au présent ou au futur. Et enfin, donc, sur lasemaine.com, pareil, j'ai pas mal d'anecdotes marrantes là-dessus, justement sur cette notion d'erreur, d'échec et de résilience. Il faut que je vise bien la petite télécommande. Derrière ce concept de résilience, il y a une question. Cette question qu'on se pose tous, c'est comment dépasser cette peur d'échouer? Parce que finalement, si on se dit, voilà, je vais faire des erreurs, je vais faire des échecs, je ne vais pas passer à l'action. Là, aujourd'hui, mon objectif dans cette présentation, c'est vraiment de vous transmettre les outils, les techniques, de manière très concrète, très pragmatique, pour que vous puissiez oser faire les choses imparfaites, nouvelles, même si ça fait peur, mais que vous le faites quand même. Parce que vous allez avoir des outils pour pouvoir justement déjà anticiper
Donc ça, c'est mon premier point, le fait d'anticiper ce qui va arriver, anticiper ces erreurs potentielles, ces échecs potentiels, et de s'y préparer, bien entendu. Ensuite, le deuxième point, ça va être de comment rebondir, parce que oui, on ne peut pas tout préparer, on ne peut pas tout anticiper, on aura besoin parfois de rebondir. Et enfin, comment on va grandir grâce à ces erreurs, à ces échecs. Et c'est là qu'on met en place ce cercle vertueux de la résilience. C'est plus vous allez faire des erreurs et des échecs, plus vous allez grandir. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des outils par rapport à ça. Donc si vous avez des questions, si vous connaissez le principe, vous n'hésitez pas à lever la main, m'interrompre, que ce soit là en live ou par Internet. J'y répondrai avec plaisir. Mon objectif, là, aujourd'hui, parce qu'on a très peu de temps, c'est d'être vraiment concis, précis. Et je pense que si on peut faire ça dans les deux sens, on arrivera à retirer le maximum de cette expérience. Une petite anecdote. Le saut en parachute. Qui a déjà fait du saut en parachute? Non? Ouais. C'est vraiment une expérience super sympa. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? J'ai fait ça parce que j'ai le vertige, j'ai une peur, une phobie du vide. Et un de mes traits de personnalité, c'est d'aller au-delà de mes peurs en me confrontant à justement ce qui me fait sortir de ma zone de confort, voire même aller dans une zone d'anxiété. Pas parce que je suis maso, mais parce que ça fait partie de ma manière de grandir. Et j'avais décidé de faire du saut en parachute à l'île de la Réunion. Donc super cadre, il faisait super beau. On avait un peu plus, on n'allait presque pas sauter parce qu'il y avait trop de vent. Donc je me suis dit au dernier moment, comme je flippais, je me suis dit ouf, je vais pas sauter. En fait, si, c'est bon, on a décollé. On était les derniers à décoller. Et juste avant de sauter, j'allais vraiment, j'ai l'impression que j'allais me tuer en fait. Comme ça, on voyait le vide. Donc je commençais à m'accrocher. Je dis non, je saute pas. Et en fait, on m'a dit non, tu réfléchis pas. On m'a mis les bras comme ça, on m'a fait sauter. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai failli tomber dans les pommes, mais au final, ça s'est quand même super bien passé. Et ce que je retiens, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est pas très pragmatique comme ça, mais en fait, il y a quand même un message derrière. C'est que je me suis lancé. Ça me semblait risqué, ça faisait énormément peur, mais c'était sécurisé. Il y avait un parachute. C'est sûr que si je sautais comme ça sans parachute, ça aurait été un peu plus risqué quand même. Là, il y avait une vraie sécurité. Et souvent, on a le mythe de l'entrepreneur qui prend des risques, qui n'a peur de rien et qui va foncer, quitte à tout perdre, etc. Alors, comme le dit un de mes mentors, Claude Ananou, en fait, c'est quand même un mythe parce qu'un entrepreneur, certes, il prend des risques, mais il prend des risques mesurés. Donc là, lorsqu'on parle d'échecs ou d'erreurs ou de risques, on parle de risques mesurés, c'est-à-dire qu'on va toujours, en tant qu'entrepreneur, s'assurer qu'il y a une sécurité derrière. En tout cas, dans la plupart des cas, lorsqu'on le peut, en tout cas, s'assurer qu'on a un parachute derrière pour se protéger et pas se mettre en difficulté. Parce que vous soyez en mode glorieux ou en mode heureux, comme disait Xavier, vous avez besoin quand même d'une certaine base sur laquelle vous reposez dans ces situations et ce qui vous permet d'oser prendre des défis, de relever des défis comme ça. Voilà, donc ça c'était une petite anecdote. Donc je vais revenir maintenant sur mes 3 points. Le premier, c'était sur l'anticipation. L'anticipation, pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter l'effet de surprise. Parce que c'est vrai qu'une erreur ou un échec, à moins d'être totalement maso, on ne va pas dire « Ok, là je vais droit vers l'échec, j'y vais », comme ça. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc pour éviter, on va anticiper. Et pour anticiper, on va faire un jeu de créativité, de prospective. Donc imaginer des scénarios pour qu'on puisse se préparer et surtout préparer des plans B. Et tout ça pour justement avoir de l'avance sur ce qui va se passer, pour ne pas être tout le temps en mode réactif, et être pompier de service, c'est-à-dire toujours réagir à ce qui se passe parce qu'on doit corriger les problèmes, on doit faire face aux imprévus, mais être proactif, c'est-à-dire que je maîtrise les choses. Lorsqu'on est dans cette situation d'anticipation, même s'il y a des imprévus, comme on a anticipé, on s'est préparé, alors on est dans la maîtrise, dans le contrôle, donc on vit mieux les choses. On est moins en état de stress que si on a l'impression d'être totalement dépassé. Donc le premier point que je vais voir avec vous sur l'anticipation, c'est d'utiliser ce mot « si ».
c'est vrai que tout le monde dit, ouais, mais avec les si, on va mettre Paris en bouteille. Donc souvent, j'imagine que c'est pareil pour vous. Vous dites, quand vous avez fait une erreur, ou que vous avez connu un échec, moi, souvent, je me dis, ah, si je savais, si on m'avait dit, ou si j'avais pas fait ça. Donc on essaie de refaire le passé. Quand on est dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, ce n'est pas forcément constructif, parce qu'on va être dans des regrets, dans de la frustration. Donc ce qu'on peut faire, c'est, OK, si je savais ça, j'aurais pu faire ça, donc maintenant que je le sais, je vais faire différemment. Donc tout de suite, recontextualiser soit dans le présent, soit dans le futur, ceci. Et plutôt, donc là, vous êtes dans la réaction, on est d'accord, hein. Quand c'est déjà passé, vous n'avez plus la maîtrise, vous allez réagir à un événement passé. Donc comme on a dit, là, si on est dans l'anticipation, on est dans la proaction, on n'est pas dans la réaction. Donc on va plutôt utiliser le si avant. Ça va être, OK, donc j'ai envie de faire ça, et s'il se passe ça, et s'il se passe ce scénario 1, et s'il se passe ce scénario 2, etc. Donc on peut faire un petit exercice ensemble, là tout de suite. Déjà, j'ai vu que vous avez de quoi noter. Donc pour les personnes qui sont derrière votre ordinateur, prenez des notes également. Vous allez choisir un scénario, un défi important que vous devez relever, comme par exemple un rendez-vous client ou une rencontre avec une personne clé, quelque chose qui est significatif par rapport à votre objectif. Parce que je refais une petite parenthèse, la résilience repose beaucoup, comme disait Xavier, sur votre objectif, votre pourquoi, le sens pour lequel vous mettez les choses. Donc réfléchissez à quelque chose de significatif, à un défi que vous devez relever de manière significative. Que ça doit tenir une phrase. Ça va être par exemple organiser un événement, prendre rendez-vous avec telle personne, ou ça va être, je ne sais pas, publier un article, faire une vidéo. Pour moi aujourd'hui, c'était faire une conférence sur ce format-là pour la première fois. Voilà, quelque chose qui va vous faire avancer dans votre objectif. Peut-être pendant ce temps, pour illustrer par rapport au point que tu disais juste avant, quand tu vis une situation, tu te dis « Ah, mais si j'avais su, si j'avais fait ça ». Et du coup, après, tu disais de le projeter plutôt sur l'avenir ou le présent pour ne pas peut-être reproduire des erreurs, si c'est des erreurs. Est-ce que tu as un exemple, peut-être dans ton vécu, d'une situation comme ça où tu as appliqué cette méthode ? Oui, j'en ai eu plein. Là, il y en a un récent. On en parlait en off avec Eri justement. C'était donc j'ai co-organisé le congrès de la mémoire. Donc il y a 2 semaines environ, un peu moins de 2 semaines, et on avait prévu un programme. Donc voilà, le programme avec il y avait une tête d'affiche hyper connue qui allait tout faire péter. Ensuite, donc, on avait des très bonnes conférences, etc. Donc c'était ce qui était prévu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est 48 heures avant le début de l'événement. Donc on a déjà bien communiqué le programme, etc. On a cette tête d'affiche qui nous dit qu'elle ne peut pas venir, elle a un gros souci. Et là, on s'est dit, mince, on fait quoi ? On fait quoi? C'est la tête d'affiche, on fait quoi? Et du coup, on a dû improviser un plan B. Donc là, ce que je me suis dit, c'est si je savais que ça aurait pu arriver, eh bien, dans ce cas, j'aurais déjà prévu un plan B avant. Donc, par exemple, maintenant, pour les prochains événements que je vais organiser, je sais que j'aurai tel conférencier, telle table ronde, etc. Et si jamais il y a un problème, par exemple, là, c'est un conférencier scientifique, eh ben, je me dis, je vais faire en sorte que dans la salle, parmi les participants ou parmi des personnes que je vais inviter, il y aura une personne qui pourrait intervenir à la dernière minute si jamais j'ai un imprévu. Donc, par exemple, pour ce scientifique, un autre scientifique, si ce sont des artistes, un autre artiste, etc. Donc, si j'avais su, j'aurais fait ça. Donc, maintenant que je sais, je vais mettre en place. Merci. Okay. Donc maintenant que vous avez noté ce fameux petit défi ou gros défi que vous devez réaliser, vous allez vous amuser à dire si. Ok, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je vais faire une intervention prochainement à Dijon. Donc je vais faire une intervention à Dijon et là je vais commencer à me faire des scénarios. Donc ce n'est pas forcément des scénarios business, hein. Ça peut être, ok, et si l'avion, si mon taxi est en retard. Donc là, j'anticipe. OK. Donc si mon taxi est en retard, comme j'anticipe, je vais prévoir un plan B. OK. Ou je vais anticiper. Je vais me dire, si mon taxi est en retard, je risque de rater l'avion. Donc pour ne pas prendre le risque ou pour mesurer le risque, je vais partir plus tôt.
Donc au lieu de partir 3 heures avant mon avion ou 2 heures avant mon avion, je vais partir 3h30 avant mon avion, par exemple. Donc c'est des choses que je mets en place comme ça. Donc j'ai un si que je projette dans le futur, il y a un risque, et tout de suite je vais trouver un plan B, quelque chose que je peux mettre en place pour anticiper et éviter que ce problème arrive. Donc vous pouvez identifier plusieurs scénarios comme ça, en vous disant, OK, donc si mon taxi arrive en retard, si lorsque j'arrive sur place, j'ai que des personnes hostiles en face de moi, ou si mon PowerPoint ne fonctionne pas, il y a toujours pas mal de scénarios qui peuvent se produire. Donc vous, l'idée, c'est de vous mettre en situation de simulation du pire pour vous y préparer, comme ça, lorsque ça se passe vraiment, vous êtes déjà prêt. Et pour ce faire, vous allez classer ces différents si, donc ces différents scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste. Parce qu'il n'y a pas tout qui va se... Généralement, c'est assez rare que tous les scénarios pessimistes se mettent en place. Donc voilà, une petite astuce. Vous, à chaque fois, un petit réflexe même, à chaque fois que vous faites quelque chose qui est significatif pour vous, vous allez identifier des scénarios qui peuvent se produire et pour chaque scénario, vous allez trouver un plan B pour pouvoir vous y préparer. Donc c'est vraiment ça le message que je voulais dire sur l'anticipation. L'anticipation, ce n'est pas uniquement se visualiser en train de réussir, ce n'est pas uniquement s'entraîner en situation, c'est aussi tous les à côté, tous les imprévus. Et plus vous allez vous entraîner à anticiper les imprévus, plus vous serez armé pour y faire face. Ça, c'est par rapport à mon anecdote de tout à l'heure, ça c'est l'intervenant qui a intervenu justement par rapport à ce fameux plan B. Tout à l'heure, on a utilisé la notion de soft skills. Donc c'est quoi les soft skills ? J'ai oublié de dire c'était quoi. Les soft skills, ce sont toutes les compétences que vous avez en vous, les compétences intrinsèques, et qui sont totalement transversales, comme par exemple la gestion du stress, comme par exemple la créativité, l'organisation, l'aisance à l'oral. Ce sont des compétences que vous avez déjà en vous, que vous utilisez par exemple au sport, au théâtre, etc. et que vous allez pouvoir utiliser dans votre boulot, dans votre vie familiale, avec vos amis. Donc ce sont des compétences qui peuvent être utilisées dans plein de situations différentes. Et lorsque vous êtes dans cet entraînement d'anticipation, vous développez ces soft skills, vraiment. Vous développez cette capacité à anticiper, à prévoir, à vous préparer. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tout est clair pour l'instant ? C'est clair, c'est clair. OK. Je continue. Donc là, c'était vraiment sur l'anticipation. Pour résumer, souhaitez le meilleur, bien entendu. Mettez-vous dans une bonne énergie, dans un bon enthousiasme, parce que l'idée, c'est pas de se miner en disant alors là, toutes les trucs qui peuvent se passer qui font que je préfère pas y aller au final, parce que ça va se planter. Non, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de vous dire c'est ça le scénario optimal. C'est vraiment ça que je veux, mais je veux pas tomber dans le déni ou dans être aveuglé par quelque chose de suroptimiste et qui m'empêche de me préparer en cas d'imprévu. Donc voilà le scénario idéal. Par contre, s'il se passe ça, je sais que je peux y faire face parce que j'ai un plan pour chaque situation. J'ai pensé à ça en fait assez récemment de parler de ça parce que je pratique un art martial qui s'appelle le Wing Chun et dans cette philosophie-là que j'aime beaucoup, c'est pour chaque attaque, il y a toujours une contre-attaque. Parce qu'on a tous les mêmes membres, on a tous il y a des personnes qui sont plus corpulentes que d'autres plus rapides, etc. Mais au final, nous restons humains et pour chaque attaque, il y a une contre-attaque. Et pour chaque problème, il y a une solution. Sinon, on est obligé de passer outre ou de faire avec. Mais généralement, il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen d'avancer parce que le temps continue d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà sur ce premier point, sur l'anticipation. Deuxième point, oui, joke inside, c'est moi.
c'est pendant le Tough Mudder, donc qui est une course d'obstacles de 24 km, où il y a plein donc, de murs à grimper, de plonger dans de la boue. Donc moi, j'étais surtout préparé à ça. Donc pour appliquer ce que ce que je vous ai présenté, donc j'ai anticipé. Du coup, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait des pompes, etc. pour être vraiment prêt physiquement pour ce challenge qu'est le Tough Mudder. Et par contre, je n'avais pas anticipé deux choses. La première, c'est ça. C'est une piscine remplie de glaçons. Donc ça, c'est que des glaçons. Donc l'eau est à 0 degré. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un obstacle pour qu'on soit obligé d'aller sous l'eau pour aller de l'autre côté. Et il y a une seule sortie. Et dans ce cas-là, quand on n'a pas anticipé et que on est dedans, on n'a pas trop le choix que de faire avec et de puiser dans ses ressources. On parlait donc de ressources, donc là, puiser dans ses soft skills pour y faire face. Donc voilà le pourquoi de cette photo qui représente assez bien, je pense, le rebond. Donc dans cette partie-là, c'était la deuxième étape, c'est lorsque vous avez pris le temps d'anticiper mais qu'il se passe quelque chose que vous n'avez pas anticipé, c'est là d'aller puiser dans ce que vous avez en vous pour y faire face. Donc ça, c'est la phase de rebond. Le deuxième pilier, le rebond après l'anticipation. Donc là, on va voir vers quoi se tourner quand tout va mal et comment garder son sang-froid sans faire un bain de glaçons à 0 degré et comment trouver de nouvelles solutions lorsqu'on est dans une situation de blocage. Donc pour le premier point, c'est de se reposer sur ses forces, sur ce qui est solide. Donc vraiment repartir sur les bases, les fondamentaux, back to basics. J'ai une autre anecdote là-dessus pour illustrer ce point, qui n'est pas forcément entrepreneuriat, mais qui va peut-être vous parler. Donc comme je disais, je pratiquais les arts martiaux et il y a fort longtemps, j'ai pratiqué pendant longtemps du karaté. Et l'aboutissement du karaté, c'est la ceinture noire. Et du coup, pour me préparer, donc j'ai anticipé. Je me suis dit, OK, je vais faire la préparation physique, je vais faire de la casse, etc. pour être prêt. Donc là, j'avais anticipé les scénarios. Donc là, si je fais un combat, ça va se passer comme ça. Si je fais ce kata-là, je vais faire ça comme ça. Donc j'étais prêt. Et là, j'arrive super déterminé, je fais mon salut, etc. Je viens, je lance tout. J'arrive à la fin, fier de moi. Voilà, je suis content. OK, on arrive à la fin. On annonce les résultats, et non, j'ai rien. Donc, échec numéro 1. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a encore un autre. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas en rester là, je vais retravailler encore plus fort, encore plus dur, pour pouvoir avoir cette ceinture noire. Donc, je reviens encore plus préparé, encore plus au taquet. Je fais le kata, résultat, échec numéro 2. Donc là, grosse remise en question. Et coup de chance, je change de prof. En fait, j'avais fait pratiquement 15 ans de karaté, mais mal. J'avais mal fait les choses. Donc j'avais acquis des mauvais réflexes, de mauvaises habitudes, et je n'avais pas les fondamentaux. Du coup, je n'avais pas ce qu'il fallait justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce qui m'a permis, au final, donc je l'ai quand même eu, après 3 essais, et ce qui m'a permis ça, c'est de repartir aux fondamentaux, repartir sur ce qui marche, sur ce qui est déjà éprouvé. Donc là, mon message, c'est pas de dire faites que ce qui marche et mettez tout le reste de côté. C'est lorsque vous sentez que vous êtes en situation d'échec ou d'erreur et que vous êtes en situation de rebond, dans ce cas-là, partez vers les fondamentaux. OK, donc là, je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je fais? Donc si je prends un exemple, imaginons, je vais prendre un exemple, quand on est entrepreneur indépendant ou pas indépendant, on a souvent besoin d'un site internet pour se faire connaître. Donc si vous êtes photographe par exemple, vous allez souvent utiliser votre site internet pour y publier vos photos, pour écrire des articles, pour créer du contenu, pour être visible et vu. Et donc c'est ce que j'ai fait avec Pourquoi entreprendre, donc pour écrire des articles. Et j'ai commencé, je me suis dit, voilà, je vais faire un défi, un article par jour, parce qu'un article par jour, c'est bien pour le référencement. Donc, il y a pas mal de conseils qui disent qu'il faut écrire régulièrement, et notamment une fois par jour. Donc, je l'ai fait, 10, 20, 30, 100 articles, et le trafic ne décolle pas. Donc, du coup, j'ai essayé plein de choses différentes en suivant un petit peu mon intuition, ma créativité, mes tripes, mais ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai fait des recherches pour voir ce qui fonctionne. Donc, je me suis inspiré de conseils de mentors
conseils d'experts, etc., pour trouver une solution à mon problème. Donc vous, par exemple, lorsque vous faites face à une situation bloquante et que vous dites, voilà, j'ai testé pas mal de choses, essayez donc de faire un pas de reculer un petit peu, de prendre de la distance, voire même de la hauteur, en disant, OK, qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux voir de l'autre côté qui fonctionne? Et de tester ce qui fonctionne. Voilà. Quand ça va mal, essayez de retourner vers les bases, donc d'un point de vue technique, mais aussi et surtout d'un point de vue de vos forces. Lorsque vous faites face à une difficulté, un échec ou une erreur, réfléchissez à quelles sont mes forces à ce moment-là pour y arriver. Donc pour ça, on va voir un petit exercice tout à l'heure justement pour identifier vos forces. Ensuite, lorsqu'on est dans une situation de blocage ou de rebond, il y a un moment où émotionnellement, ça va être compliqué. Parce que là, je vous parle d'un scénario optimiste, on est sur papier, on est dans la théorie, ok, ça ne marche pas, je vais faire ça. Mais en fait, en pratique, on est en panique. Moi, quand j'ai eu ce souci sur l'événement, j'étais pas en mode, ok, alors je vais m'asseoir, je vais faire mon petit plan B, etc. C'est la panique. Donc pour éviter d'être en panique, parce que c'est là qu'on fait le plus souvent des erreurs, parce qu'on n'est pas rationnel, on va être pris par les émotions. Donc la première chose à faire, c'est de se calmer, de se recentrer. Donc pour ça, j'ai quelques petits exercices tout simples à mettre en place que vous pouvez pratiquer lorsque ça va mal, mais surtout avant que ça aille mal. Pour être dans les meilleures conditions, quoi qu'il arrive, pour pouvoir faire face à ce qui ne fonctionne pas toujours bien. Donc on va faire un petit exercice ensemble. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. C'est tout simple. Vous allez suivre cet objet avec vos yeux. Et quand je vais monter cet objet, vous allez inspirer. Et quand je vais descendre l'objet, vous allez expirer. Suivez ? Ok, c'est parti. Donc là, vous inspirez. Et vous expirez. Inspirez. Vous expirez. Voilà. Portez vraiment l'attention sur votre respiration et sentez que naturellement, vous allez vous apaiser. C'est juste un résultat, ce n'est pas un objectif. Donc, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Vous allez limite sentir vos épaules se détendre rapidement. Vos mains aussi. Vos mains sont toutes détendues. Et votre visage va se détendre également. Voilà, vous pouvez continuer si vous voulez sans cet objectif, parce que sinon je vais avoir une crampe au bras. Pourquoi je vais parler des mains et du visage ? Parce que c'est là que vous avez le plus de terminaisons nerveuses. Donc si vous arrivez à détendre vos mains et votre visage, vous avez déjà fait le 3/4 du travail en termes de détente de votre corps. Donc si vous arrivez à détendre votre corps et à apaiser votre mental grâce à ce petit exercice, donc là on a fait en mode très bref, mais il est recommandé de faire ça sur 1, 2, 3, voire même 5 minutes. Ça va vous apaiser et vous allez voir que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair pour prendre des décisions. Parce que c'est ça qui se passe lorsqu'on est en situation de difficulté, que ce soit face à un échec ou une erreur, c'est qu'on commence à paniquer et on n'a plus l'esprit clair. Et le pire, c'est en entretien client. Par exemple, ça arrive, des fois ça ne se passe pas super bien, il y a le PDF qui ne marche pas, j'ai oublié ma présentation, et du coup là je commence à paniquer, et là le client il remarque, alors là je commence à transpirer, en plus je commence à avoir les auréoles, donc là c'est la panique. Donc plutôt que d'entrer dans cette dynamique-là, vous dites ok, vous portez juste une attention sur votre respiration, vous allez voir que naturellement ça va se détendre. Et en plus vous essayez de détendre vos mains et votre visage, et vous verrez que vous aurez plus de ressources pour faire face à cet imprévu. Mais des fois, on ne peut pas être comme ça en mode devant son client, voilà, pendant 5 minutes pour se détendre. Donc, plutôt que de faire ça, ce que je fais généralement, c'est d'éviter d'être dans cette situation-là. Parce que si vous arrivez déjà apaisé et confiant,
vous allez éviter d'entrer dans cette situation stressante. Donc il y a une petite technique, un exercice que j'aime beaucoup, qui est la marche afghane. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ça. Ça repose un peu sur le même principe de respiration, sauf que c'est en mouvement. Donc, comme le nom l'indique, c'est sur la marche. Donc, l'idée, c'est de faire, par exemple, 4 pas en inspiration et les 4 prochains pas en expiration et de le faire consciemment. Donc là, je vais bouger. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais quand je vais en rendez-vous et que je suis stressé pour me déstresser. Et plutôt que de dire, alors, scénario pessimiste 1, scénario pessimiste 2, scénario pessimiste 3, plutôt que penser à ça, je vais plutôt me concentrer sur ma respiration. Donc, je vais faire une inspire. Ok, j'expire. Donc là, je vais tourner en rond, parce que sinon, je vais sortir du champ. Mais voilà, vous l'aurez compris, vous marchez 4 pas. Et vous expirez 4 pas. Là, si vous voulez faire avec moi, là, on peut marcher comme ça et s'entraîner à faire 4 pas pour inspirer, expirer. Non, je le fais tout seul. Vous êtes timide par rapport à la caméra? C'est un bon exercice devant la caméra de gérer son stress. C'est pas comme s'il y avait 300 personnes qui nous regardaient. Voilà, donc 4 pas inspire, 4 pas expire. Vous en prenez conscience, vous faites ça en marchant vers le métro, en marchant vers votre rendez-vous client, en revenant de chez vous. Faites en sorte que ça devienne un réflexe, une habitude. Et vous allez voir, au début, ça va être assez déconcertant de dire, OK, vous avez l'impression vraiment de penser à ça. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel et ça va demander moins d'efforts et ça va vraiment vous apaiser. Voilà une autre astuce pour s'aérer l'esprit et avoir les idées plus claires pour être en meilleure capacité de rebond. Et une autre technique, un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est le mind mapping, le mind map. Donc là, je vais utiliser ce tableau-là pour vous montrer un petit peu ce que c'est. J'utilise ça pour vraiment mettre sur papier tout ce que j'ai en tête, tout ce qui me prend l'esprit. Là, j'ai fait ça dernièrement parce que j'avais beaucoup trop de choses à gérer et j'y voyais plus clair. Du coup, je me suis dit, je vais mettre tout ça sur papier et vous allez voir que ça permet de créer la structure. Le mind mapping, c'est une carte mentale, donc c'est une manière de mettre ses pensées en arborescence, c'est-à-dire de voir les liens entre les idées. Donc, on va faire une petite démonstration. Donc, normalement, c'est en format paysage, mais là, on ne pourra pas. Donc, je vais faire une seule branche, mais vous pouvez en rajouter plusieurs. Donc, imaginons que qu'on est aujourd'hui et que vous faites l'état des lieux dans ce moment, parce que vous êtes stressé, vous avez beaucoup de choses à gérer et que vous avez l'impression d'être en situation d'échec. Donc, vous allez écrire, par exemple, ici maintenant, parce que vous êtes à ce stade-là, vous n'êtes pas en anticipation, vous êtes en rebond, donc c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ensuite, vous allez dessiner une première branche sur laquelle vous allez mettre une première tranche d'idées. Donc ça va être, par exemple, là en ce moment, moi, ce qui me préoccupe, ça va être cette démonstration, cette soirée de networking. Ouais, ça me préoccupe, j'ai jamais fait de soirée de networking, j'ai rencontré plein de gens. Ça me préoccupe, c'est là, ça me prend la place. Donc je vais mettre, par exemple, ici, networking. Ensuite, qu'est-ce qui se cache derrière ça, networking? Parce que networking, ça peut être vague. Donc, si j'essaye de clarifier mes pensées, je me rends compte que ce qui me prend la tête dans cette question de networking, c'est je ne connais personne. Donc, je vais mettre par exemple personne. Ou ça va être je ne sais pas où c'est. Et ça me stresse parce que je ne sais pas comment y arriver. Ou j'ai pas envie d'être seul. Ou j'ai l'impression de mal articuler. Là, si je vous dis networking, là, qu'est-ce que vous avez envie de noter là? Qui pourrait vous prendre là, imaginez que vous allez faire une soirée de networking avec 100 autres professionnels. Quelle autre idée ou mot vous viennent à l'esprit là? Ok. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Ok, ensuite. Recherche de partenaire. Ok, partenaire.
Ouais. Bon, vous avez compris, c'est pas de l'art, c'est pas le but. L'idée, c'est d'y voir plus clair. Moi, déjà, quand je fais ça, je me dis, bon, déjà, networking, qu'est-ce qui se cache derrière ? Je sais que je connais personne, je ne sais pas où c'est, j'ai l'impression de me sentir seul parce que j'y vais tout seul, j'y vais pas accompagné. Et en plus, j'articule mal, il faut que je cherche comment me démarquer, il faut que je trouve des partenaires, etc. Déjà, plutôt que de vous dire, il y a le networking qui me prend la tête, et que vous vous dites, il y a ça derrière, ça rend les choses un peu plus claires. Si elles sont plus claires, vous avez plus ce sentiment de contrôle, de maîtrise. Vous allez être moins submergé par cette chose, parce que vous aurez la sensation de plus se maîtriser. Et surtout, vous pourrez agir. Parce que là, si je vois, je ne connais personne, dans ce cas, je vais faire des recherches. Peut-être que dans ce groupe-là, il y a des personnes que je connais. Je ne sais pas où c'est. Et du coup, vous allez sur Google Maps, vous recherchez votre itinéraire et vous savez comment y aller. Du coup, ça devient moins stressant parce que vous savez quoi faire. Si vous y allez seul, pourquoi pas y aller accompagné ? Vous pouvez vous dire, OK, je vais aller avec un collègue, etc. Est-ce que vous voyez où je veux en venir avec cet outil-là ? Donc là, l'idée, c'est de faire avec une branche, mais vous pouvez continuer avec d'autres branches. Par exemple, quelle branche vous aimeriez rajouter là ? Un truc qui pourrait vous prendre la tête. Prospection. OK. Qu'est-ce qui se cache derrière prospection et qui peut nous stresser ? Du coup, parler de notre business. Parler de notre business ? Ouais. OK. Pardon ? Pitcher. Pitcher, du coup. Ouais. OK, le pitch. Moi, par exemple, il y a téléphone qui me... Oui, vas-y. Les mêmes problématiques qu'au-dessus, en fait. OK, ouais, en effet. Moi, je peux être, par exemple, téléphone. Bref, l'idée, c'est que vous creusez la question pour y voir plus clair et mieux la maîtriser. Et ensuite, agir. L'idée, ce n'est pas uniquement de faire la carte et de vous dire « Ok, j'y vois plus clair, ça me soulage », mais qu'au final, vous n'agissez pas et... pardon. De toute façon, je vais recommencer à défiler, là, je pense. Ouais. C'est que vous en fassiez quelque chose. Ce n'est pas juste une carte pour y voir plus clair et d'être content de voir la carte. C'est que vous avez des actions concrètes à faire. Par exemple, au pitch, si vous le préparez, c'est bon. Si vous répétez 10, 20, 30, 50, 100 fois, votre pitch n'est plus un problème parce que vous l'avez tellement préparé que c'est devenu naturel. Pareil, le téléphone, si c'est stressant, entraînez-vous à le faire et au bout de 20 appels, ça sera plus stressant parce que vous serez habitué. C'est stressant à partir du moment où c'est nouveau. Si ce n'est plus nouveau et que vous êtes habitué, ça va rouler. Donc c'est pour ça que c'est important. Oui. Pardon, je te laisse finir. C'est pour ça que c'est important d'oser faire les choses, même s'il y a une possibilité d'erreur ou d'échec, parce que ça va vous faire monter en expérience. On a quelques réactions à ce sujet. Ouais. Une première qui dit, dans ce cas-là, c'est un outil qui est utile pour la phase plutôt d'anticipation, c'est ça ? Oui. Et pas que, en fait. Pas que. Ça peut être, parce que c'est vrai que j'ai pris l'exemple, pour le rebond, j'ai pris un exemple de rendez-vous client, mais des fois, on est en situation de rebond quand, par exemple, on a fait un lancement produit et que ça a totalement planté, ou qu'on a lancé un service et qu'on a 0 client. Et du coup, là, on est chez soi, tout seul devant son ordinateur, en train de se dire « qu'est-ce que je fais ?» Donc du coup, dans ce cas-là, on est aussi dans une situation de rebond et que ça peut être utile pour justement réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce que je n'ai pas exploré. Et du coup, merci. Une autre question. Lorsqu'on est dans la phase d'anticipation surtout, et qu'on imagine tous les risques, tous les obstacles qui peuvent se produire, comment faire si, en fait, en pensant à ça, ça commence à nous faire peur et ça risque aussi de nous bloquer finalement dans l'action ? Oui, c'est une bonne question. Déjà, on peut peut-être faire un petit 5 minutes de cohérence cardiaque et une bonne marche afghane, mais bien entendu, ça ne fait pas tout. Ce qui est important, surtout pour les indépendants,
c'est de s'entourer, pas être tout seul. Ça fait du bien. Et moi, ça a changé ma vie de me mettre en association, par exemple. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des associés. Vous pouvez avoir des confrères et des consoeurs. Donc, si vous vous dites, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs sur mes épaules, entourez-vous même d'une personne, 2 c'est encore mieux, pour échanger. Et par exemple, bah, si j'ai des moments, et c'est normal parce qu'on est humain, des moments où j'ai l'impression que je n'ai pas d'outils, que je suis totalement sous l'eau et que même si je fais un mind map et que je fasse 3 heures de marche afghane, je suis toujours pas bien, bah, dans ce cas-là, le fait d'échanger avec une personne, déjà j'aurai de nouvelles idées potentiellement. En plus, j'aurai le sentiment d'être écouté et de ne plus être seul. Donc ça fait du bien. Donc je dirais par rapport à ça, c'est ne pas s'isoler, de vraiment sortir de l'isolement. Ok. Je vois que l'heure tourne, donc je continue. Donc c'est toujours, oui, je vous ai parlé de 2 épreuves que je n'ai pas anticipées dans le Tough Mudder. Ça c'est la deuxième, c'est la toute fin, le final, le finishing. Ce que vous voyez là, ce sont des lignes de tension à 10 000 volts. Donc les gens passent là-dedans et se prennent des coups de jus à 10 000 volts. Bon, il n'y a que 3 ampères, mais il y a quand même 10 000 volts. Et en fait, la sensation, c'est que vous avez l'impression de prendre un coup de poing et qui vous met KO. Donc des fois, on a vraiment que l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est aguerri, on est prêt, on fonce. Et après, on se prend des claques, on tombe par terre et on doit se relever. Et ben, c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Et pour ça, ben, vous avez 3 outils maintenant. C'est le Back to Basics, tous les outils pour être justement plus concentré, plus focus avec la cohérence cardiaque et la marche afghane. Et aussi, quelque chose dont j'ai très rapidement parlé à travers le mind map, c'est d'explorer les choses nouvelles. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Une action, une conséquence. Donc si vous faites tout le temps la même chose sans chercher à faire des choses différentes, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Donc si vous avez marre de certains résultats, essayez autre chose. Explorez, soyez curieux, soyez créatif. Donc, et n'attendez pas d'être dans une situation d'échec ou d'erreur pour tenter des choses nouvelles également. Soyez proactif plutôt que réactif. Donc, comment trouver des choses nouvelles ? Vous pouvez, si vous vous entourez de personnes, voir ce qu'elles font. Et entourez-vous surtout de personnes qui ne font pas la même chose que vous. C'est là que vous allez avoir des meilleures idées. Donc, si vous êtes photographe, parlez avec un expert en marketing, par exemple. Si vous êtes plutôt artiste, entourez-vous de personnes plutôt ingénieurs. Et vous allez voir que les cerveaux vont bien s'harmoniser dans ce sens. Donc, voilà pour la phase rebond. Donc, il y a eu anticipation. Donc là, avec l'anticipation, vous allez pouvoir vous préparer à ce qui va se passer. La phase rebond, donc lorsque vous y faites face et que vous n'y étiez pas préparé. Et ensuite, une fois que ça se fait, il y a la phase grandir, c'est-à-dire après. Parce que comme je vous disais, les erreurs et les échecs, c'est une merveilleuse manière de grandir, surtout en tant qu'entrepreneur. Parce que quoi qu'il arrive, si vous osez, vous prenez un risque d'échouer également. On parlait de la loi de Pareto tout à l'heure, le 80-20. Des fois, en tant qu'entrepreneur, j'ai le sentiment que c'est 80% d'actions qui ne fonctionnent pas pour 20% d'actions qui fonctionnent vraiment. Donc, si on est préparé à ça, ça va être beaucoup plus simple d'avancer en tant qu'entrepreneur. Donc, grandir. Par rapport à ça, en quoi les erreurs et les échecs nous font grandir ? Eh bien, il y a ce que je vous parlais, donc des soft skills. Donc, il y a les soft skills et les hard skills, qui sont complémentaires, qui ne sont pas en opposition. Je vous en dirai plus, bien entendu. Ensuite, comment être prêt pour l'avenir ? C'est-à-dire pas forcément anticiper ce qui va se passer en termes de scénario à court terme, mais de dire comment je vais capitaliser sur tout ce que j'ai fait en termes d'erreurs et d'échecs, et de réussite, bien entendu, pour pouvoir m'améliorer dans le futur. Comme par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose, quelqu'un s'est décommandé pour mon événement, du coup je sais que les prochaines fois je vais faire un plan B. Donc c'est une manière de dire que je suis prêt pour l'avenir grâce à cette expérience. Et enfin, comment apprendre de mes expériences ? J'ai un petit outil très concret pour ça. Hop.
Donc les soft skills, ce sont ces fameuses compétences transversales dont vous avez besoin en situation d'échec et de rebond, enfin d'échec et d'erreur, pardon, parce que vous l'aurez compris, hein, lorsqu'on a perdu un client ou lorsqu'on n'arrive pas à avoir un client, lorsqu'on a raté un lancement produit, toutes ces choses-là vont faire qu'on va mobiliser notre motivation, notre détermination, notre gestion du stress, parce qu'il y a de la frustration, il y a du stress également. Donc on a besoin de nos soft skills dans ces moments-là. Mais on a aussi besoin des hard skills. Donc les hard skills, c'est toutes les compétences plus techniques. Donc par exemple, si tu es dans le marketing, tu as des compétences de marketeur. Ce sont des vraies compétences qui s'enseignent, qui peuvent se mesurer, qui sont complémentaires à, par exemple, ton charisme ou ta manière de t'exprimer, de voir l'avenir, de ta vision, etc. Et ça, parmi ces compétences-là, il y a des compétences fortes, comme une spécialité, par exemple. Et c'est ce qui se passe généralement lorsque tout va mal. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est ah mince, j'avais le nom là qui est Built to Sell. Built to Sell. Donc c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a envie de vendre sa boîte qui n'y arrive pas, et il se rend compte que ce qui va le faire réussir, c'est de capitaliser sur ses forces et de déléguer le reste. Donc là, c'est un exemple extrême, mais vous, en tant qu'indépendant, si vous avez le sentiment d'être dispersé, d'essayer de faire plein de trucs, mais du coup, vous faites des choses moyennement, essayez de prendre du recul dans cette phase d'analyse en disant « je vais capitaliser sur mes forces à ce moment-là ». Donc les forces, ça va être, par exemple, moi, je préfère parler qu'écrire, par exemple. Dans ce cas-là, plutôt que de faire un article par jour à l'écrit, qui n'est clairement pas mes forces, je vais plutôt faire une vidéo par jour. Ça va être plus simple pour moi. Donc si c'est plus simple pour moi, c'est plus naturel. Et si c'est plus naturel, j'aurai plus de chances d'avoir des résultats. En tout cas, je vais moins m'épuiser. Donc vous, quelles sont vos forces d'un point de vue technique et d'un point de vue des soft skills? Comment découvrir ça? Comment découvrir quelles sont mes forces, que ce soit pour les soft skills et les hard skills? Il y a une petite question que vous pouvez vous poser, c'est notamment lorsque vous avez vécu une situation difficile, une situation d'échec ou une erreur, c'est de vous poser la question, à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a sauvé? Donc là, j'imagine que vous avez dû faire face à un moment donné à un défi, à un truc qui était vraiment compliqué. Vous avez vraiment l'impression de relever un challenge qui était très très fort par rapport à ce que vous étiez prêt. Et donc, vous avez puisé toutes les ressources que vous avez en vous pour ça. Donc, quelles sont les compétences techniques qui vous ont sauvé sur ce coup-là? Et quelles ont été vos soft skills qui vous ont sauvé sur ce coup-là? Donc, si je reprends mon exemple j'ai un site internet, je veux créer du contenu, et que j'ai envie de me rendre visible sur la toile, je me rends compte que quand j'ai eu des difficultés, c'était les vidéos, c'était beaucoup plus simple. Donc, voilà, vous, qu'est-ce qui est plus simple pour vous, clairement? Est-ce que vous arrivez à identifier des situations sur lesquelles vous pouvez vous questionner sur les ressources que vous avez puisées? Ok, j'imagine que oui. Oui? On parle de persévérance, du coup. Entre autres, oui, également. Bien entendu, la résilience est liée à la persévérance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas si vous n'avez pas cette capacité de rebond, d'anticipation et cet état d'esprit de dire je vais grandir grâce aux difficultés, vous aurez plus de difficultés à persévérer. Surtout quand on est entrepreneur indépendant, qu'on se lance, qu'on a du mal à percer au départ, on a besoin d'avoir ces capacités-là pour ça, oui. Ok. Donc, une fois que vous avez identifié vos forces, donc vos soft skills, donc par exemple, pour moi, ça va être ma capacité à écouter, à parler ou à gérer plusieurs projets en même temps, par exemple. En termes techniques, c'est la vidéo. Vous, ça sera quoi qui va vous dire, OK, dans les situations de communication, c'est ça mes forces. Dans une situation de vente, ça va être ça mes forces. Et de voir dans chaque situation quelles sont vos forces pour avancer. Et ça touche à ce point qui est de vous créer un mode. Donc, qui a vu le dernier Spider-Man?
Voir si je dis des spoilers ou pas. Mince. Bon, je ne vais pas vous donner de spoilers, mais dans Batman, voilà, pour ceux qui regardent le dessin animé ou la BD, Batman a plusieurs combinaisons qui à chaque fois un rôle différent. Il va avoir la combinaison un peu plus légère pour être en mode espion et l'armure pour être un peu plus solide, mais du coup plus lent. Donc l'idée, c'est dans cette phase-là, c'est de vous dire, je vais me créer un mode ou des modes pour des situations spécifiques. Par exemple, en situation de prise de parole, je me suis créé un mode. Un mode, c'est-à-dire un état d'esprit, des réflexes, un conditionnement, un mental pour ça, pour lequel je vais être presque en mode automatique parce que c'est quelque chose que j'ai ancré. Souvent, quand on est indépendant, on travaille de chez soi. Et l'une des difficultés quand on travaille de chez soi, c'est de se motiver pour aller bosser, surtout si on a été habitué à travailler dans une équipe, à travailler en entreprise, à avoir des horaires de bureau. Donc moi, j'avais ce souci-là quand je me suis lancé. Et je me suis dit, OK, comment je vais me motiver pour être productif dès le réveil ? Du coup, je me suis créé ce mode, le mode efficace et productif. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi un certain type de musique. Une musique un peu bourrine, qui met bien en condition, avec le café, avec aussi un état d'esprit, comme une espèce de mantra que je me mets en tête, et aussi une posture. Donc par exemple, quand je suis en mode conférence, j'ai une certaine posture qui fait que je suis dans cet état d'esprit-là. Si je change de posture, je ne suis plus trop dans mon mode en fait. Par contre, quand je me remets dans mon mode, ça se ressent dans ma posture et dans mon attitude. Donc lorsque vous réfléchissez à un mode, réfléchissez à une musique, ça aide pas mal. Donc ça aide plutôt votre intelligence auditive. Réfléchissez à une phrase mantra, un truc que vous allez vous créer en disant par exemple je suis le Tony Stark du boulot aujourd'hui. Bon, vous avez compris mes références d'ici Marvel. Donc voilà, il y a une sorte de mantra qui fait que vous allez vous ancrer cet état d'esprit-là dans votre tête. Et aussi une posture. Donc par exemple, moi quand je suis productif, ma posture c'est assis, le dos bien droit et comme ça. Parce que généralement quand je suis productif devant mon ordinateur. Donc réfléchissez à la musique, le mantra, la posture et éventuellement une boisson. Donc évitez les boissons alcoolisées pour les modes, enfin ça dépend du mode. Mais par exemple le café en mode productif, pour moi ça marche bien. Même pour le mode conférence, j'en ai pris un tout à l'heure. C'est amusant en fait. Franchement, réfléchissez à des modes, mais vous allez voir, au-delà du fait de vous amuser, ça va vraiment avoir un impact pour vous, notamment en situation compliquée. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est lorsque ça va mal, vous dites, OK, là je suis sorti de mon mode, donc si je suis en difficulté devant un client, j'ai le mode confiant. Hop, OK, c'est bon, ça va mieux. Ou lorsque je suis chez moi et que je suis déprimé parce que ça avance pas, hop, j'ai le mode productif, ça va mieux. Ça paraît un peu utopique comme ça, mais si vous jouez à ça, vous amusez, ça va devenir réel en fait. Donc amusez-vous à dire, OK, je vais créer un mode. Au début, ça va être vraiment forcé. Vous avez l'impression, c'est fake, etc. Mais si vous faites ça avec l'amusement, déjà, vous allez mieux le vivre. Et en plus, ça va s'ancrer plus facilement, ça sera plus naturel. Donc amusez-vous à vous créer un mode avec la musique, la boisson, la posture et le mantra. Et enfin, le petit dernier outil que je voulais partager avec vous, c'est le carnet d'inspiration. Parce que lorsqu'on apprend, voilà, que ce soit à travers Internet, à travers les ouvrages, etc., on apprend souvent de l'extérieur. On attend souvent un contenu extérieur, que ce soit d'un expert, que ce soit d'un prof, etc., alors qu'on peut beaucoup apprendre par soi-même. Donc là, ce que vous allez faire, si vous voulez bien, pour mettre en pratique tout de suite cet outil-là, et je vous encourage à le faire pas uniquement maintenant, mais même après et tous les jours, c'est de prendre une feuille et vous allez faire trois colonnes. La première colonne, c'est la colonne action. C'est par exemple, quelle action j'ai faite aujourd'hui ? Donc imaginons, aujourd'hui, j'ai testé le mind map en live. Ça, c'était une nouvelle action que je n'ai jamais fait auparavant. Donc, quel enseignement je retire de cette action ?
Donc là, je suis en train de faire une analyse en live d'un truc qui n'est pas encore terminé. Mais en gros, je pourrais dire, ce que j'apprends, c'est qu'il faudrait que je progresse vraiment dans la manière d'écrire moins vite pour que ce soit un peu moins moche, par exemple. C'est un enseignement. Donc l'enseignement, c'est prendre plus de temps, de mieux écrire. Du coup, SMART, donc Xavier en a parlé un peu dans cette manière-là aussi, c'est un objectif que je vais me fixer de manière concrète. C'est-à-dire qu'un enseignement qui est noté dans une feuille de papier ne va pas forcément être utile si vous ne l'utilisez pas. Donc, définissez un objectif. Donc, SMART, c'est S pour spécifique. Par exemple, là, si je me donne comme objectif, je vais, pour ma prochaine conférence, faire une mind map en écrivant lentement, c'est spécifique. Si j'écris plus lentement sur ma mind map, je sais de quoi je parle. C'est mesurable. Je sais si je l'ai fait ou pas. Donc la prochaine fois, si je fais un mind map, je sais que je l'ai fait. Donc c'est mesurable. A pour ambitieux. Oui, c'est assez ambitieux parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'écrire lentement et j'écris vraiment pas bien. Donc si j'arrive à écrire lentement et bien, c'est vraiment un objectif ambitieux pour moi. Donc ambitieux, c'est vraiment relatif à vous, par rapport à vos forces, à vos soft skills et à vos hard skills. R pour réaliste. Oui, parce que si je disais sur ma mind map qu'il faut que je fasse des peintures, ce ne serait pas réaliste. Donc il faut que ce soit ambitieux, mais réaliste. Et temporel, oui, vous allez dire quand est-ce que vous allez le faire, pas il faudrait que. Ou ouais, je vais le faire, ou j'ai envie de. Un entrepreneur, généralement, va plutôt que de dire j'ai envie de ou j'aimerais faire ci, faire ça, c'est je vais faire ça telle date. Donc dans cette troisième colonne, vous allez dire ok, j'ai fait cette action-là, j'en ai déduit 7 apprentissages et je vais mettre ça en pratique vraiment telle date. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Vous pouvez faire maintenant, réfléchissant à une action en particulier que vous avez entreprise. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder une vidéo, en live sur cette thématique-là. C'est une action. Quel enseignement vous en retirez? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous prenez des notes en format mind map ou plutôt à l'écrit? Quel enseignement vous en retirez et qu'est-ce que vous allez en faire la prochaine fois que vous allez regarder une vidéo? Et pour vous qui regardez ça en live, la prochaine fois que vous allez regarder une conférence, est-ce que vous allez faire de manière différente selon les apprentissages que vous avez pu avoir pour ces 2 jours, par exemple? Donc voilà pour cet outil-là que je vous invite à tester maintenant, mais surtout le faire un peu tous les jours. Parce que vous allez voir en quel point vous pouvez apprendre par vous-même et vous allez vraiment rentrer dans une dynamique d'autodidaxie, donc pour apprendre soi-même. Et c'est là que vous allez rentrer vraiment dans cette dimension d'apprentissage, de développement pour grandir grâce à vos soft skills et à vos hard skills. Donc par exemple, un truc que je n'ai pas dit, c'est lorsque vous faites face à une situation difficile, posez-vous la question, qu'est-ce que ce défi, en quoi ce défi me fait grandir? Quels sont les soft skills que je développe? Rien que le fait de se poser cette question-là, vous allez vous retirer une pression, vous allez retirer un côté très désagréable de la situation. Donc si par exemple, vous êtes face à un public en conférence parce que vous allez pitcher quelque chose et que vous êtes en stress, vous dites « Ok, qu'est-ce que là je suis en train de développer ?» Ouais, je suis en train de développer ma confiance en moi. Je suis en train de développer mon éloquence. Et là, rien que le fait de se dire ça, ça vous redonne un peu de motivation. On parlait de persévérance. La persévérance, c'est la motivation qui perdure dans le temps. Donc si vous avez ce réflexe-là, vous allez développer votre persévérance et donc votre résilience. Ensuite, amusez-vous à vous créer un mode ou plusieurs modes. Ça, c'est fun et en plus, ça va vraiment vous être utile. Et enfin, pratiquez ce carnet d'inspiration. Vous allez voir en quoi vous allez pouvoir apprendre par vous-même. Donc, c'était ma présentation d'aujourd'hui. Pour rappel, il y a 3 étapes, 3 piliers. Le pilier anticipé, donc vous allez, plutôt que de toujours réagir à des imprévus, à des erreurs, à des échecs, vous allez les anticiper pour pouvoir préparer des plans B. Chaque scénario, son plan B, ce qui fait que vous allez être en situation de maîtrise et de contrôle et que vous allez mieux vivre du coup ces imprévus s'ils se présentent. Ensuite, le deuxième point, c'est le rebond. Si vous y faites face et que vous n'avez pas anticipé, vous avez les outils pour vous y préparer, donc que ce soit cohérence cardiaque, la marche afghane, le mind mapping, la créativité, etc. Et enfin, utiliser ces opportunités d'apprentissage pour grandir. Et alors on m'avait dit que je pouvais proposer un petit cadeau à la fin. Donc si vous êtes intéressé par ces questions de soft skills, d'efficacité, etc., vous pouvez le retrouver sur mon site, donc pourquoi-entreprendre.fr.
Je pense que j'ai d'autres idées de bonus à partager en plus après. Et enfin, j'aimerais terminer par cette citation qui fait partie de mes mantras. C'est Nelson Mandela qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc profitez-en pour oser à fond, sans retenue, mais quand même avec de la sécurité. Profitez-en pour apprendre lorsque vous n'êtes pas en situation de succès. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a encore le temps pour les questions, sinon... Alors en fait, il y a beaucoup de réactions, évidemment, mais c'est tellement limpide. Ok. Il n'y a pas de questions. Tout est tellement prenant, évident, c'est super, il faut juste le mettre en application. Voilà. C'est le plus important. Merci. Et s'il y a des questions qui viennent plus tard, moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'en ai quand même une, moi. Oui. Peut-être que tu peux rapidement nous parler de la formation que tu vas faire sur Imparal dans un mois, quasiment, 22-23 novembre. Exactement, merci. Donc oui, alors sur Empara, on va bien entendu parler de soft skills, donc toutes ces compétences transversales, et notamment pour générer des opportunités. Parce qu'on se rend compte que c'est souvent ces compétences-là qui vont faire que je serai plus entreprenant, je serai plus en confiance, j'aurai une meilleure estime de moi-même, donc je vais plus oser aller vers les gens. Donc si on est timide, ce n'est pas une fatalité, il y a des entraînements, il y a des outils qui permettent de vraiment progresser, de se dire je vais oser, et quoi qu'il arrive, soit je gagne, soit j'apprends, donc j'y vais. Et il y aura bien entendu beaucoup plus d'outils que j'ai pu présenter aujourd'hui, parce que là j'avais qu'1 heure, donc là on aura beaucoup plus de temps pour aller en profondeur. Le programme sur la page du cours qu'on a mis dans les ressources. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment ça, de vraiment développer tout ce panel de compétences-là pour générer plus d'opportunités et de savoir les saisir. On a hâte. Moi aussi. D'apprendre toutes ces nouvelles choses. Super. Merci. C'est bon. Merci à toi, vraiment merci. Une très belle intervention, on a été ravis de te recevoir. Merci, moi aussi. Ravi d'être à Nice. Sous le soleil. Yes. On a hâte du coup de te revoir au mois de novembre parce que c'est vrai que le sujet est dense et il y aura beaucoup à apprendre. D'ici là, déjà merci encore une fois pour ta présence et on enchaîne dans quelques minutes avec une prochaine conférence sur le sujet du statut juridique. Quel statut choisir quand on veut se lancer? Est-ce qu'il est possible de changer en cours de route? Est-ce qu'il y a un statut meilleur que l'autre en fonction de votre activité? Donc restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Et moi, on me dit quelque chose dans l'oreillette. On a oublié de vous dire, en effet, vous pouvez venir assister à la formation de Jérôme, donc le 22 et 23 novembre. Vous pouvez aller donc sur la page du cours et cliquer sur Venir au live pour être sur le canapé qui est confortable. On conseille de venir. Voilà, donc venez, n'hésitez pas, postulez, envoyez votre vidéo. Maintenant, voilà, on passe à la suivante. Merci. Petite pause d'abord et merci encore infiniment. Merci. Bravo. Merci.